Et bienvenue. Je suis désolé, j'ai eu un petit contretemps, je suis un peu en retard. J'ai été agressé dans la rue. Oh. Merci beaucoup pour le follow. Ervan82, ça fait super plaisir. Comment allez-vous? Comment allez-vous, vous tous qui êtes là? On est là pour une petite édition de Épitaphe. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Et ça fait super plaisir. Ça va et toi? Et ben moi ça va super. Alors, honnêtement, j'ai lancé le truc, mais vraiment à la bourre. Et même là, pendant le début de live, j'étais encore sur les trucs de préparation que j'avais, mais littéralement zappé. Donc, c'est sûr, ce chaos complet que démarre ce live, sur un chaos qui finalement est plutôt le bienvenu, puisque c'est Halloween, joyeux Halloween à tous. On va lire donc 6 histoires d'horreur. Elles sont là, elles sont toutes là, toutes ces histoires d'horreur. Nous en avons plusieurs. Bonjour, bonsoir Strigia, comment vas-tu? C'est du coup une des autrices qui était déjà là pour la première édition, comment vas-tu? Et d'ailleurs, la bienvenue à Yogozoid, qui est un auteur justement, ou autrice, je sais pas, je crois que c'est auteur, qui a fait une des histoires que j'ai sous la main. Hello Lucifer, comment vas-tu? Lucifer qui est aussi un auteur d'une des histoires, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est celle que j'ai récupérée sur Wattpad, il me semble. Alors, nous avons plusieurs histoires. Je vais du coup vous lire donc les titres des histoires qu'on a. Bah, super, avec le maquillage, je suis en train de saloper les papiers. Nous avons donc une histoire qui s'appelle les oiseaux se cachent pour mourir. Nous avons une autre histoire qui s'appelle Le placard et le lit. Une autre histoire qui s'appelle La vérité sur la mort de Jack. Pour le moment, je ne dis pas qui a écrit quoi. Hein, qu'on se mette bien d'accord. Nous avons Cauchemar 78, Les ailes de chair et Ataraxie. Voilà, ce sont les 6 histoires que nous allons lire aujourd'hui. Ça fait plaisir. Encore une fois, je remercierai jamais assez toutes les personnes qui sont venues me donner leurs histoires. Ça fait super plaisir. J'espère franchement faire honneur à leur lecture et faire honneur au style, etc. Petite différence que j'ai faite vis-à-vis des doublages par rapport à la dernière fois, c'est que en fait, je n'ai pour le coup pas demandé les styles d'interprétation de comment faire tel ou tel rôle, tout simplement pour se créer une certaine liberté artistique et pouvoir interpréter un petit peu comme on veut les histoires. Parce que ça a créé un petit peu de frustration du côté des comédiens la dernière fois, notamment à cause d'un certain Winnie l'ourson. Les vrais se reconnaîtront. Je me suis mis sur un vocal Discord qui est privé. Si les auteurs veulent apparaître et discuter après les lectures de leurs inspirations, de leurs projets, etc. Enfin voilà, d'un petit peu tout, et puis aussi de comment ils ont trouvé la lecture. Voilà, il y a Azura qui a fait un vocal sur l'observatoire, sur le Discord. Il faudra simplement y aller quand il s'agira de m'envoyer justement sur mon vocal. S'il ne fallait retenir qu'un doublage de la première édition, je dirais que c'est celui d'un petit garçon. Oui. il est vrai que cette interprétation était magistrale. Je la trouvais mais vraiment excellente. Mais j'assume complètement d'avoir fait une voix de petit garçon complètement flingué. C'est pas grave. On apprécie, c'est rigolo. C'est très rigolo. Alors, dans l'idée, il va y avoir un petit sondage pour savoir quelle est la première histoire que nous allons lire sur les 6. Donc, la vérité sur la mort de Jack, Les oiseaux se cachent pour mourir, Le placard et le lit, Les ailes de chair, Ataraxie ou Cauchemar 78. Voilà, ce sont les 6 histoires que nous avons. Et c'est le 5 qui démarre. Et le 5, c'est Ataraxie. De roulement de tambour, Strigia. C'est la première histoire que j'ai reçue sur cette édition. Et le hasard, ouais, c'est ça, exactement. Le hasard, Ataraxie, qui est juste là. Je crois que j'ai failli le flamber. Ataraxie. La mort l'appelait de son ton glacé et seul, tandis que sa vie traquait en elle la moindre source de chaleur. Il était trop tard pour éviter les griffes du gouffre dans lequel elle chutait sans jamais vraiment atterrir, et elle perçut nettement les assauts de son être contre la mort qu'il considérait comme une usurpatrice. Elle fut importunée et éblouie par un faisceau opalin dont la lumière éternelle semblait être celle de l'outre-tombe.
Elle tombait inexorablement vers sa nouvelle demeure, celle des défunts, constituant le point culminant de l'élévation transcendante de nos âmes. Elle eut l'impression de lire les propres pensées de son inconscient, brisant la limite que la nature impose à notre corps vivant, et elle ondoyait dans les eaux sombres de son esprit, qui se démasquaient complètement. Il n'y eut plus que cet autre monde, et pour son elle qui n'existait plus vraiment, plus rien n'avait d'importance dans l'univers qui la composait. Une profonde introspection de ses sensations se dévoila au grand jour, puis fut précipitamment souillée par la pulsation brutale, évidente et impossible de son cœur pourtant éteint. Elle fut arrachée à l'empire des morts, mue par un invisible et invincible espoir de son cerveau, ressentant cela comme un véritable abandon dans cette perte de contact brusque avec la connaissance universelle. Elle ouvrit les yeux et contemplait des formes floues disséminées dans une réalité effervescente, avec son anatomie qui présentait bon nombre de déficiences et de pensées. Elle croyait avoir quitté la terre stérile et cauchemardesque pour toujours, avoir rejoint l'arche paisible et inhabituelle des belles hallucinations. Mais il n'en était rien. Sa conscience était bel et bien de retour et errait avec le souvenir de sa quiétude d'esprit qui lui a si subitement lâché la main. Elle chérissait et remerciait l'état d'inconscience qui lui avait donné un sursis devant la douleur qui l'engloutissait. Elle mit plusieurs minutes à se rappeler où elle se trouvait. Elle était allongée dans une cave. Oui, c'est ça. On l'avait kidnappée, et elle ignorait par qui, et surtout pourquoi. La jeune femme pouvait entendre des gouttes d'eau ricocher sur le sol. Elle était bien trop faible pour se mouvoir, même pour simplement se retourner sur le côté. Son bas-ventre était engourdi, et ses hanches avaient de multiples spasmes lancinants. Pourquoi ne l'avait-il pas attachée ? À la réflexion, elle ne sentait pas ses jambes. Elle se contorsionna pour relever sa tête qui lui semblait peser très lourd, et ses yeux lui renvoyèrent une image empourprée qui l'emplit d'une fantasque terreur. À la place de ses jambes, il n'y avait que du vide. Du vide et un sol rougi, encrassé par du sang plus ou moins séché. Le visage et le menton traversés par les larmes, elle fixa son regard sur les murs qui lui tenaient compagnie. Une marqueterie de membres et de morceaux humains inondait leurs pans. Des pieds, des cuisses, des organes étaient agglutinés en une mosaïque abominable et semblaient enveloppés dans une sorte de cire. Quand ses yeux virent la minuscule main tout en bas, elle détourna vivement la tête et hurla de toutes ses forces. Puis elle se résolut vivement à son sort, ne songeant plus qu'à se lier avec la mort, avoir une relation étroite et unique avec elle, comme le contact d'une dentelle noire sur la peau. Les néons ouvragèrent un spectre noir devant elle. Le monstre était revenu. Elle percevait sa respiration presque ronflante et l'odeur de tabac froid qui le suivait partout. L'homme s'agenouilla derrière et se pencha tout près pour la bâillonner, une dernière fois. Il se souvenait parfaitement de l'armée, du choc des explosions, qui cueillaient une jambe ou un bras pour les faire éclore à nouveau sur la terre. Malgré l'état de choc et le sifflement continu dans ses oreilles, il avait été fasciné par ces images macabres qui tenaient d'après lui la grâce d'un ballet. Il voulait retoucher cette vision, la rendre encore plus ravissante afin que l'humanité la reconsidère. Et pour cela, il devait continuer son œuvre qui, une fois bien exposée et éclairée, plairait aux plus exigeants. Il dut remonter. Il avait oublié sa scie dans l'évier de la cuisine. Il se faisait souvent surprendre par des migraines lancinantes à la base de son crâne, à l'imitation de coups de botte dans ses tempes. L'eau avec laquelle il s'aspergeait le visage ne le soulageait plus. Cependant, le tumulte dans sa tête finit par être trop assourdissant et il avait remarqué que faire son œuvre les atténuait. À défaut de pouvoir parler, il grondait fort à en faire vibrer sa gorge et ses tympans comme s'il voulait parler au-dessus d'un bruit imaginaire, comme s'il ne voulait pas entendre ses propres pensées, comme s'il se construisait un rempart pour essuyer les assauts tonitruants de ses souvenirs. Des milliers d'ordres aux opinions écarlates du sergent-chef et du caporal habitaient sa tête et étaient prêchés par lui solennellement dans son sommeil. Sa plaque d'identité reposait sur son torse, luisant de sueur comme les mains d'une maîtresse. Cette sensation poisseuse lui donnait constamment l'impression d'être éclaboussé par la substance tiède et humide qu'est le sang. Il portait encore son vieil uniforme kaki, taché de l'hémoglobine séchée de ses victimes, et ses gants en nitrile qui le protégeaient du formol. Son œil voilé avait depuis longtemps perdu son calme, et sa limpidité à force de se perdre dans ses retranchements intimes. Il pouvait résumer sa vie par une servitude aveugle. Un bon petit soldat qui avait été prisonnier du crépitement des étincelles et l'effluence de cigarettes, dorénavant dénué de véritables émotions et nanti d'une agressivité rare. Il était encore transporté par les mutineries, haletant face aux détonations sèches et propres, tremblant en entendant les explosions de napalm au loin et le hurlement des hommes qui se consumaient. Le bruit d'hélices et hélicoptères qui se déguisaient en oiseaux messagers du diable.
Il ouvrit le robinet pour rincer succinctement la scie qui n'avait pas bougé du grand évier et se pencha pour s'emparer du formaldéhyde qu'il avait en multitude en dessous. C'est incroyable tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent. Des armes, des substances interdites, des prostituées, des vies, le silence et les secrets. Il repensait souvent à son camarade qui avait combattu avec lui pendant plusieurs mois. Eddie, son seul ami. Il ne l'avait pas vu mourir, seulement son corps dévalait la pente et roulait dans le fossé. Il avait rampé jusqu'à lui et avait pris dans ses mains les siennes déjà froides. Des orifices béants avaient cerclé son ventre. La peau de son cou s'était détachée et un filet de sang avait détrempé le coin de sa bouche qui souriait encore comme un enfant malade. Un camarade très pieux s'était mis à genoux afin de prier pour l'âme du mort. Sans doute l'avait-il fait par pitié ou générosité, mais il était plus probable que son geste n'était pas désintéressé et dont la seule aspiration était que l'on n'oublie pas de faire la même chose pour lui lorsqu'il se fera tuer à son tour, lorsque son heure à lui aussi arrivera. Avant de l'enterrer, doucement, dans un endroit meilleur, à l'abri, il avait sorti d'une de ses poches une photo de famille endommagée de son épouse et de ses petites filles que le malheureux, il le savait, avait toujours gardées sur lui. Le chanceux en avait eu 6 en tout et il lui avait confié que sa femme attendait un autre enfant. Ses mains avaient tremblé sur le cliché qu'il n'avait pas osé caresser de ses doigts sales. Il ne reverra jamais son nourrisson. Elle ne reverra jamais son mari. Je ne parlerai plus jamais avec mon compagnon. Mais il n'y a jamais de bon jour pour mourir. Il repensait souvent à son visage plein de dignité et de grandeur. Il se le rappelait quand il était encore vivant et rieur, avant que son emblématique cigarette en équilibre sur le bord de ses lèvres soit remplacée par le néant. Guerre. Un mot embrasé qui tue, tout le temps, chaque minute, chaque seconde, à tous les endroits du monde, sans même qu'on le chuchote pour le provoquer. Tuer, c'est donner une magnificence à nos vies évanescentes. Un décor qui aurait dû rester caché et qui pourtant avait été offert à sa vue. Peut-être y avait-il une bonne raison à cela. Peut-être a-t-il été choisi par une force supérieure. Peut-être que tout cela était écrit dans ses gènes avant sa naissance. Un plan spécial pour lui. Peut-être qu'il avait besoin de ses visions pour pouvoir les décrire plus tard en enfer. On ne l'a pas considéré comme un héros parce qu'il n'avait pas été capable de parler de ce qu'il a vu. Maintenant, il tenait à se rattraper pour rendre hommage à ces merveilles d'horreur. Dans sa tête, elle répétait son nom. Tant qu'elle s'en souvenait, elle savait qu'elle existait encore. Coraline, Coraline, Coraline. Elle ne quittait pas des yeux l'ampoule sale et poussiéreuse qui ne fonctionnait plus. Elle attendait le retour de son bourreau à la bouche close. Des craquements firent vibrer ses tempes. Il descendait les escaliers, et ce qu'elle vit du coin de l'œil la terrifiait, mais ne la surprit pas. Il tenait d'une main un bidon rempli d'une solution aqueuse et de l'autre une scie. Il posa le tout au sol et se mit à farfouiller derrière la moitié de femme. Des froissements de papier, des griffonnements. Le moindre bruit paraissait s'amplifier dans son crâne et à travers les battements de son cœur. Après lui avoir caressé la joue malgré ses fulminations et son dégoût qui se lisait aisément dans ses yeux, il écrivit quelques mots sur une feuille de papier qu'il approcha ensuite de son visage, de sorte qu'elle puisse lire l'écriture irrégulière coincée entre ses doigts gantés. Sois heureuse. Tu vas bientôt rejoindre ton papa Eddie. Je le connaissais très bien, tu sais. Il me parlait souvent de toi, de ta mère et de tes sœurs. D'ailleurs, elles sont ici, avec toi. Elles ne t'ont jamais quitté durant ton séjour. Elle eut encore assez de force pour écarquiller les yeux. Était-il possible que... Dieu du ciel, non! Tout devint trouble. L'impression d'éprouver des pertes de conscience répétées et fugaces. Elle ne voulait pas croire ce qu'elle avait lu, mais pourquoi lui mentirait-il ? Ayez pitié de moi, Seigneur. Faites que tout s'arrête vite. Elle aurait souhaité joindre les mains, mais elle n'en avait pas la possibilité. Elle était condamnée de toute manière. Il ne s'arrêta pas là. La boucle doit être bouclée. Elle le devinait facilement. C'était une fille intelligente. Elle ferait partie du tableau en rejoignant ses sœurs et sa mère. Elle désirait mourir plus ardemment encore malgré sa terreur. Malgré l'instinct de survie qui se disputait son corps et grimpait dans les membres qui lui restaient encore. Toute sa famille était morte et sa seule consolation était de savoir qu'elle allait bientôt les retrouver. Il lui scia le bras au niveau de l'épaule, sans ménagement, comme il aurait pu le faire avec un rondin de bois. Elle entendait ses os craquer. Elle sentait le liquide écarlate et chaud se répandre sur son ventre. Étrangement, elle ne ressentait pas la douleur. Elle ne criait pas.
Tout était devenu trop laborieux. Un engourdissement froid, cependant, indiquait à son être que quelque chose se dissociait d'elle. La mort se propageait de nouveau dans ses veines. Elle l'éprouvait, ce froid mordant et paisible à la fois, ce goût métallique dans sa gorge. Elle fut si calme tout à coup, si fatiguée sur son lit de béton et de sang. Avant que ses paupières ne se ferment pour la dernière fois, elle eut comme dernière image les membres de cire, les seringues et les bocaux qui brillaient d'un éclat presque aveuglant dans la lumière, le sang s'échappant de sa vie. Maman, papa, mes sœurs, j'arrive. Attendez-moi. De ses lèvres cousues, l'homme de cire signalait ce qu'il appelait les sublimes épitaphes en grognant. Il se souvenait des noms de chacune des personnes qu'il avait tuées ici, dans sa cave. Il resta ainsi les mains jointes, le dos bien droit et la tête baissée. Quand il eut fini, il essuya ensuite son manteau parsemé de sang d'un revers de bras, mais il avait déjà séché. Il ne parlera jamais de tous ces yeux ouverts couverts de terre, de ces cadavres gisant dans les positions improbables, et les jambes obscurcies qui laissaient entrevoir les os. Non, il n'en parlera pas, il l'exprimera. Il aurait tort de témoigner par la voix, il le montrera dans l'immensité de l'art, il s'était scellé la bouche avec un fil rouge et une aiguille noircie par la flamme d'un briquet, pour être certain de ne pas l'expliquer autrement. Le massacre, il devait le raconter aux spectateurs jusqu'à les faire rêver debout, prouver que l'œuvre de la laideur est un talent magnifique. Il fallait qu'il visualise minuit sans étoiles, ni lune. Des fantômes comme des anges flottaient en l'air et hélaient les tranchées de leurs mains de marbre où reposaient des formes découpées. Il fallait qu'il s'imagine, écarquiller les yeux encore et encore, parce qu'il y avait tellement de choses à voir, tellement de morts. C'est si absurde que l'on se disait qu'ils ne faisaient que dormir et qu'ils se réveilleront, se relèveront. C'était sa première vision du matin avant de s'apercevoir de la clarté du soleil zébrant les volets cassés. C'était beau. Le sang venant des plaies profondes des camarades qui ruisselaient sur l'empreinte des Rangers si abondamment qu'un rat pouvait s'y noyer. Il pouvait y songer avec charme dans ses ablutions du soir aux côtés de la cruche fêlée, l'exquis liquide de la vie. Le silence n'existait pas alors que le monde suffoquait autour d'eux et se repliait pour s'étendre en se tassant dans la tourbe pour périr. Les bouches qui criaient à l'agonie, marquées déjà par le baiser de la mort, les prières et les lamentations qu'ils expient en succombant, des sons uniques qui berçaient les futurs cadavres. La musique continuait et chanter des louanges de Dieu ne suffisait pas à étouffer son écho. Il y pensait avec un sourire débordant de tendresse quand il tournait les boutons de la radio. Splendide désespoir. Combattre au bras de l'honneur avec la peur que la faucheuse se précipite sur eux sans l'apercevoir. Errer au cœur des fumées dans la souffrance et la fatigue et croiser des canons qui les dévoraient du regard comme s'ils demandaient pardon à leur manière. Joncher la vulnérabilité de l'homme, devenu viande pleine de vers, le parfum de la pourriture sur leur chair, son haleine putride imprégnée d'alcool, était de cet effet-là. Il avait juste à souffler dans sa bouche pour se remémorer les émanations. Sublime douleur. Il avait survécu et faisait son devoir. Au fond, il voulait juste retrouver la paix. Et voilà, c'était donc Ataraxie de Strigia, qui est une nouvelle, encore une fois, que j'ai beaucoup appréciée. À la fois découvrir, lire, qui est vraiment excellente, je trouve. Gros cœur sur Strigia, qui nous a une nouvelle fois fait confiance et nous a encore proposé une super nouvelle. Et oui, ça commence en force, oui, effectivement. Il y avait déjà une histoire écrite par toi lors du premier épisode. Oui, c'est exactement ça, Yogozoid. C'était l'histoire Apparition, pour être plus précis. Merci mon brave pour cette lecture, mais merci à toi de m'avoir de nouveau fait confiance pour lire ton histoire. Elle est vraiment super. Même, j'ai envie de dire, je la trouve encore meilleure que Apparition, qui était déjà vraiment très bien. Non, vraiment, je trouve que tu écris super bien, Striga. Vraiment, je trouve que tu écris super bien. Bravo à l'auteur, trop belle vibe pour Halloween. Mais oui, mais complètement. Pour le coup, quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, pour un 31 octobre, mais ça va être parfait, ça. C'est génial. C'est absolument génial. Alors, j'ai mon jus fraise framboise, mais j'ai aussi de l'eau, et je pense que je vais boire de l'eau un petit peu. En plus, c'est vrai que on commence pas forcément, par contre, avec la plus facile à lire, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, alors pour mon plus grand plaisir, mais pour mon articulation, c'est compliqué. Il y en a des plus dark encore, mais on y va doucement. Mais très bien, franchement, creuse petit à petit dans la darkitude de tes histoires. Moi, c'est toujours avec grand plaisir que je réceptionnerai tes histoires, Striga. Vraiment, elles sont géniales.
Alors, je vais lire un petit peu tout ce qui s'est dit pendant la lecture. Toujours aussi bien écrit, bah, je suis d'accord. On est bien dans le thème là, j'en ai cherché un farfelu pour Halloween. Non mais il est bien, il est vraiment très bien. Tu te débrouilles bien au vu du vocabulaire justement, merci à toi. Non, c'est vrai que pour le coup, à chaque fois par contre c'est une certitude, je trouve que tes histoires sont vraiment les plus fournies en vocabulaire. On sent vraiment que t'es allé vraiment chercher loin dans certains termes et certains trucs justement pour trouver la précision dans ce que tu veux raconter, et je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment vraiment super chouette. Et là, cette histoire du soldat, alors pour les doublages audio, je l'ai décrit comme un soldat atteint de syndrome de stress post-traumatique, même si je me doute que c'est pas exactement ça, parce que syndrome de stress n'indique pas forcément que tu vas aller démembrer la famille de ton pote, mais c'est le meilleur adjectif que j'ai pu trouver. Si c'est ça, et bah ok, super. Bon bah voilà. Bon voilà. Du coup bah Ataraxie, ah mais vraiment le maquillage Halloween, vraiment, dès que je me gratte un petit peu le nez ou quoi, c'est terminé. J'en ai partout et ça devient un enfer pour tenir les papiers. Je vais juste vite fait me prendre un petit sopalin, quelque chose pour pouvoir... Ah bah non, c'est bon, j'en avais prévu un. C'est quand même phénoménal ça, j'en avais prévu un. Alors, de ce que tu me disais, t'avais un problème avec ton casque, tu pouvais pas venir en vocal pour discuter. Bon, c'est pas grave. C'est dommage, bon, on verra pour la prochaine fois. Alors, nous avons donc à nouveau 5 histoires. On continue avec quoi? Ah bah du coup c'est ça, Azura. Vraisemblablement il aimait pas qu'on ait 6 choix. Donc maintenant nous avons 5 histoires. Nous avons les oiseaux se cachent pour mourir, le placard et le lit, la vérité sur la mort de Jack, Cauchemar 78 et les ailes de chair. J'ai raccourci les titres. Ah ok, c'était juste ça, d'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont des titres un tout petit peu longs. En tout cas pour le bot. À savoir que le maquillage là, à la base, je suis en miroir. La coulée qu'il y a tout là, elle était pas prévue. Hein. Ça a coulé tout du long. Pareil pour là, à l'intérieur. Ce qui fait que ça commence à être un petit peu gênant. Il est possible qu'à un moment donné, au milieu du live, je retire une partie, j'essuie un peu. Juste pour ne pas fondre dans ce make-up. Alors, est-ce qu'on a déjà La vérité sur la mort de Jack est plutôt bien lancée, ok. Alors, la vérité sur la mort de Jack, si je ne me trompe pas, ce qui serait quand même étonnant, pas comme si j'avais enchaîné les erreurs depuis le début du live, c'est une histoire de notre cher serviteur Yogozoid, je crois. Parce que j'ai le nom, prénom, mais je crois qu'il y avait un pseudo. Il me semble que c'est toi, Yogozoid, la vérité sur la mort de Jack. C'est totalement toi. Allez, voilà. Donc on est sur... une histoire que j'ai trouvée un petit peu plus dans le style de la comédie horrifique, je trouve, avec quelques éléments qui m'ont quand même un petit peu fait marrer, mais avec sur les trucs, enfin j'aime bien, franchement j'aime bien cette histoire. Donc, la vérité sur la mort de Jack de Yogozoid. Beaucoup de mythes et de légendes existent sur ma mort, mais je suis le mieux placé pour vous en parler. Déjà, je m'appelle Jack, et pendant les 33 premières années de ma vie, je n'ai rien fait, à part boire et me faire tabasser, jusqu'à ce jour d'octobre, le 30 exactement. À 20h, j'étais au bar, comme d'habitude. J'avais déjà beaucoup bu et j'avais du mal à penser. J'avais beau essayer de me lever, dès que j'étais debout, ma tête tournait affreusement, et je devais me rasseoir, de peur de perdre connaissance. Après une énième tentative, je réussis à me lever avec l'impression que le monde autour de moi était sans dessus-dessous. Je titubais jusqu'au comptoir pour demander un nouveau verre, le dernier. Le serveur me le donna. Je le bus, et je me dirigeai vers la sortie. La porte s'ouvrit, laissant entrer un homme vêtu entièrement de noir, aux dents extrêmement blanches et étrangement pointues. Ah, j'ai failli oublier. Il portait aussi une mallette. J'en déduisis donc que c'était un homme d'affaires. Je continuai mon chemin et finis par le heurter. Sa mallette tomba au sol, et moi avec. L'homme m'aida à me relever. Je lui rendis son truc, sa mallette, pardon. Ouais, une sorte de valise, quoi. Bon, c'est bon ? Tout va bien, monsieur ? Me demanda-t-il. Bizarrement, l'effet de l'alcool se dissipait presque entièrement, laissant place à une migraine qui semblait résonner dans ma tête. Je fis beaucoup d'efforts pour lui répondre ces 4 mots. Ouais, ça va. L'homme sourit et me proposa un verre. Malgré ma migraine, je le suivis.
Il commanda 2 bières et m'emmena à une table au fond du bar. Plus je le regardais, plus je pensais que j'allais finir à moitié mort sur le parking. Pendant 2 heures, nous discutâmes de beaucoup de choses différentes. L'homme me dit qu'il s'appelait Natas, un prénom que je trouvais étrange. Je lui fis la remarque et il me dit que c'était effectivement étrange, même s'il préférait le mot original. Plus on discutait, plus je me rendais compte que c'était quelqu'un de bien. Un homme formidable même. Il était maintenant 1 heure du matin et le bar allait bientôt fermer. Natas le savait, alors il me demanda si je pouvais lui rendre service. Curieux, je lui demandai pourquoi il avait besoin de moi. L'homme sourit et me dit qu'il avait besoin de personnes qui accepteraient de travailler pour lui. Il sortit de sa mallette une feuille et me demanda si je pouvais juste la signer. Il me dit qu'il ne voulait pas qu'un ami comme moi bosse pour lui. Il voulait juste que je signe. Je pris la feuille et le stylo qui me tendait. Mais je n'étais pas dupe. Je pris la peine de lire, mais l'alcool rendait les mots bizarres. Il bougeait, et dans mon état, c'était difficile à lire. Je me rappelle avoir lu... J'accepte d'échanger mon âme contre un vœu. Je le signai, et fis le vœu de récupérer mon âme. Natas me regarda, surpris, son sourire se transforma en grimace déformée par la colère. Il prit la feuille et la déchira. Il se pencha vers moi et me murmura « Si tu ne veux pas me laisser ton âme, je la prendrai de force cette nuit. Dors bien. » Un sourire cruel avait remplacé le précédent. Je rentrai chez moi, l'effet de l'alcool s'était un peu dissipé, je n'eus pas de problème à retrouver mon domicile. 1h37, une lettre était posée sur la table. Je la lus à voix haute. 6, 6, 6. Un éclair se fit entendre et le temps devint désastreux. Quelqu'un toqua à la porte. Je ne répondis pas et m'assis sur un fauteuil en face de la fenêtre du salon. Natas était derrière cette fenêtre et m'observait. Il sourit et donna un coup de poing dans la vitre. Elle éclata. Du sang perlait encore sur le poing de l'homme, visiblement devenu fou. Il commençait déjà à traverser l'ouverture qu'il avait créée. Je me levai et courus vers les escaliers afin d'aller à l'étage. « Reviens ici, tu as une dette à régler !» hurla Natas. Je lui adressai un doigt d'honneur avec le peu de raison qui me restait. J'atteignis l'étage. Natas me poursuivit, vraiment énervé. Je me réfugiai dans la salle de bain, mis une chaise sous la poignée et je ne savais plus quoi faire. Natas frappait la porte comme un cinglé. Je découvris alors le stylo de Natas dans ma poche. Je sombrai peu à peu dans la folie et écrivis le prénom de l'homme fou sur le papier peint. Natas par ici, Natas par là. Mes yeux finirent par tomber sur le miroir, et le prénom Natas devint alors Satan. Je partis dans un fou rire inarrêtable. Natas, Satan, voulait mon âme dans le sens littéral. Alors je pris la croix attachée à mon cou et attendis le diable. Il finit par enfoncer la porte grâce à sa force monumentale. Je lui lançai ma croix et elle atterrit dans sa poitrine. Le diable se figea. Je me mis en face de lui et lui dis en le regardant dans les yeux « Je ne veux plus avoir affaire à toi. Plus jamais. Est-ce assez clair ? » Satan, malgré sa colère indescriptible, accepta. Je mourus à l'âge de 52 ans. Je traversai un couloir entièrement blanc et un ange m'accueillit. Je le saluai et il me dit que je n'avais pas ma place au paradis. J'avais péché. Oui, l'alcool n'est visiblement pas accepté. Et peut-être que la fois où j'ai volé l'argent à un autre soulard compte aussi. Une trappe s'ouvrit sous mes pieds et je fus absorbé dans un tunnel rouge sombre. Il faisait atrocement chaud et j'entendis des hurlements au loin. J'arrivai devant les enfers. Une immonde créature se présenta devant moi. Une bête aux multiples pattes et visages. Une voix indescriptiblement affreuse me parvint, me murmurant que ma fourberie me valait une punition bien pire que l'enfer. J'étais condamné à vivre dans les ténèbres sur terre. Je demandai alors une lanterne pour m'éclairer. Le démon accepta. Je me souviens m'être réveillé seul dans les ténèbres angoissantes. Il y avait une faible lumière et une voix qui chantait. Ha ha ha, tu es affreusement marrant. Ah ha ha ha, ton égoïsme et ton entêtement te perdront à jamais, avec moi seul pour t'accompagner. Puis la voix hurla de rire. Je me tournai et vis la chose qui m'éclairait. Une citrouille avec une bouche et des yeux, qui lui donnait un air diabolique. Les orifices de la citrouille crachaient de la lumière. La lanterne que le démon m'avait accordée était une citrouille, qui abritait une âme, moqueuse, vraiment pénible. Elle parlait toujours plus, et c'était surtout pour se moquer de moi. Elle se tut et me regarda. Son sourire s'élargit et elle éclata à nouveau de rire. Un rire dément. Je décidai d'écraser la citrouille avec mon pied, mais celle-ci l'avala. Surpris, je retirai mon pied. Pour couronner le tout, cette maudite citrouille ne pouvait pas être exterminée. Je la pris entre mes mains et nous avançâmes dans les ténèbres, seuls. Enfin, elle et moi, quoi. Elle chuchotait maintenant des obscénités, ce qui la rendait encore plus dure à supporter. J'étais donc condamné à errer dans les ténèbres avec cette saleté de citrouille moqueuse. Nous étions le 31 octobre. On m'appelle maintenant
Jack O'Lantern. Et voilà, c'était l'histoire de la vérité sur la mort de Jack. J'ai trouvé, je trouve, à la fois horrifique, évidemment, avec toutes les thématiques, mais aussi un petit peu rigolote. La voix de la lanterne moqueuse, je te cache pas, Yogozoïd, qu'on s'est beaucoup amusé à, à faire chacun notre tour un petit peu le doublage pour voir laquelle serait la plus agaçante possible. Et on est arrivé sur ce, sur ce petit truc qui était, je trouve, assez rigolo. Merci beaucoup pour ton histoire. L'histoire était vraiment bien. Ouais, non, franchement, j'aime bien. J'aime bien aussi ce petit truc de, voilà, on met en avant le mythe de Jack O'Lantern, etc. Non, vraiment, c'est cool. Donc voilà, on a évidemment mis ton lien Wattpad, hein, pour te promouvoir. Si jamais tu veux me rejoindre sur Discord, merci beaucoup pour cette lecture formidable. C'est moi qui te remercie. Super. C'est toujours un grand bonheur d'être apprécié comme ça. Les voix, ça rajoute tellement un truc à la lecture, j'adore. Mais ouais, mais moi aussi, j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça, la lecture comme ça, avec les voix, avec les trucs. Enfin, évidemment, du coup, ça fait que l'émission, je peux pas la faire tout le temps. Il y a un travail supplémentaire. Mais ça rend le truc vraiment cool, quoi. Donc voilà, si jamais tu veux me rejoindre sur Discord, hop là, il suffit d'aller sur le channel vocal d'Azura et il te redirigera vers moi directement. Un travail supplémentaire pour la bonne cause. Et oui, exactement, c'est exactement ça. Et comment avez-vous trouvé cette nouvelle lecture? Ce coup commence sérieusement à m'énerver. Bonjour. Bonjour. Et merci déjà dans un premier temps d'avoir envoyé cette histoire. D'ailleurs, je sais qu'il y en a une autre, mais qui est prévue pour une prochaine édition. Oui, c'est vrai, elle était un peu plus longue en plus. Ouais, elle est un peu plus longue, elle a un peu plus de texte. J'ai quelques idées de mise en scène sonore qui je pense pourraient être sympas. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pas prise pour cette édition, parce que je savais que j'aurais pas le temps de la faire. Mais en plus, elle est bien aussi, cette deuxième histoire. Ah, merci. Il y a plus de dialogue et ça demande peut-être un peu plus de temps au niveau des comédiens. Mhm. Alors attends, je vais juste baisser deux petites secondes, je baisse le volume musique et j'augmente le volume Discord pour qu'on puisse mieux t'entendre. Ouais. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ok. Vas-y, dis-moi, je t'ai coupé du coup. Bah, c'est que du coup, je disais par rapport à l'histoire que je vous ai envoyée récemment, c'est une histoire que j'avais créée il y a pas très très longtemps et j'avais eu pas mal de retours par des bêta lecteurs Ouais. qui m'avaient dit qu'effectivement les dialogues étaient un peu longués parfois. Donc, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de vous l'envoyer pour avoir plus de retours. Plus de retours, ouais, ok. Là, tu parles de la mort de Jack, c'est ça? Exactement, ouais. C'est Ok. que là, on m'a déjà dit que les dialogues étaient déjà quasiment inexistants. C'est vrai qu'il y a très peu de dialogues Mhm. et qui se montraient un peu inutiles, on m'a dit. Ok, d'accord. Alors, à titre personnel, moi, à partir du moment où ça me permet de faire du doublage et tout ça, moi, je suis content. Donc, je suis pas forcément le meilleur conseiller sur ça. Mais non, après, honnêtement, tout va bien, monsieur, etc. Enfin, ça peut créer une certaine immersion, pour le coup. Il y a juste qu'effectivement, au moment des doublages, il y a eu Striga qui dit il y a rien d'inutile. Donc je suis d'accord sur ça. Il y a juste sur les doublages, j'ai un ami qui est un petit peu tatillon sur le diable, etc. Et en fait, il a relevé éventuellement une petite incohérence, mais qui est incohérente à partir du moment où on se dit les règles de Satan, c'est ça. C'est que, en fait, Satan récupère l'âme à la mort de la personne, et que du coup, que le vœu soit de récupérer l'âme, c'est un peu bizarre, etc. Mais moi, au contraire, moi j'ai bien aimé ça, cet aspect-là. Parce que justement, ça fait vraiment le mec qui essaie d'escroquer le diable sans même s'en rendre compte, sans même réaliser ce qu'il est en train de faire. Et je pense que c'est ce que tu voulais faire. C'est un peu ça, ouais. Exactement. Je me suis renseigné par rapport pour chaque Halloween. Celle-là, elle date de l'Halloween précédent déjà. Ok. Et donc, je voulais m'intéresser à des légendes qui existaient réellement. Et c'est vrai que Halloween, Jack O'Lantern, c'est la légende classique qui revient quand même souvent. Ouais. Et dans cette légende-là, Jack, il était quand même très fourbe à reprendre toujours. Et dans cette légende-là, il est
tellement malin et il réussit toujours à entourlouper, le diable. C'est quand même assez fascinant. Donc après, c'est vrai que la remarque est pas bête. Effectivement, j'y avais pas pensé comme ça. Ouais, mais après, c'est en vrai, si on part du postulat que, comment dire, que les règles dans ton histoire sont les mêmes que les règles dans la mythologie biblique. Ce qui n'est pas obligatoirement le cas. Enfin, on peut invoquer un personnage et changer les règles, c'est pas un problème dans l'idée. Donc, moi, ça m'a pas dérangé, Oui, c'est vrai. à titre personnel. Oui, c'était une façon de reprendre, mais c'est vrai que reprendre le diable, c'est toujours compliqué. Il a tellement été repris de fois que c'est dur de s'adapter sa propre vision. Ça attirera forcément les foudres, entre guillemets, de personnes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le diable, on peut très bien dire que le diable, c'est Lucifer dans la série Lucifer, que le diable, c'est Lucifer dans la série Supernatural. Enfin, il y a autant de diables que de personnes sur Terre, je pense. Donc, je pense que c'est pas forcément. Du coup, forcément, il y a des gens qui vont se dire que oui, le diable, c'est pas ça, et du coup, l'histoire, ça marche pas, etc. Mais j'aime pas cet argument. Oui. Bah, c'est vrai que quand on s'imagine un personnage d'une certaine façon, ça peut très, très vite gâcher une histoire au final. Oui, quand on se fait une idée préconçue d'un personnage, oui, ça peut gâcher une histoire. Typiquement, pour revenir rapidement sur ce que j'ai cité, la série Lucifer, au départ, j'avais pas accroché parce que pour moi, c'était pas ça le diable. Et au final, la série est très bien, mais juste faut accepter l'idée que le diable, maintenant, c'est un enquêteur de police, et puis voilà. Il faut aussi rentrer dans la tête du réalisateur et voir par ses yeux. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il y a Azura qui dit il y a tellement d'adaptations du diable que peu importe ce qu'on fera de lui, on sera jamais à côté de la plaque. Oui, il y a ça aussi. C'est qu'en fait, quelle que soit la façon dont on interprète le diable, il y aura forcément. En fait, il y aura à la fois forcément des gens pour dire c'est pas ça, mais il y aura aussi forcément des gens pour dire c'est ça. Donc au final, ça s'équilibre, je trouve. Oui, c'est vrai. Surtout qu'on a tous une vision préconçue du diable, on le voit tous d'une certaine manière, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Estriga qui dit elle est géniale ton histoire en tout cas, et je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. C'est gentil. J'aime bien, j'aime beaucoup. En fait, d'autant que la vérité sur la mort de Jack, quand on n'est pas dans l'idée de parler de Jack O'Lantern, la chute fonctionne bien. Je pense. Parce que du coup, tant qu'on. Si on connaît pas tellement le mythe de Jack O'Lantern, quelqu'un qui s'appelle Jack, c'est quelqu'un qui s'appelle Jack, quoi. Et c'est à la fin qu'on arrive à avoir ça. Et Lucifer ça me fait vraiment plaisir. Ah oui, en plus on a quelqu'un sur le chat qui s'appelle Lucifer. Et ça dépend de quel diable on parle. Il y a beaucoup de religions et donc beaucoup de versions différentes du diable. Oui, complètement. C'est vrai, si on parle de la religion biblique, le diable c'est l'étoile du matin, c'est un ange déçu. Si on parle de la religion musulmane, c'est encore autre chose. Si on parle du bouddhisme, ils ont une itération du diable qui est encore différente. Oui, quelle que soit la religion, le diable est très différent. Effectivement. Donc c'est assez faux de se dire que. Oui. Du coup, c'est assez faux de se dire que le diable c'est ça et pas autre chose, quoi. Parce qu'en fait, il y a autant de diables que de religions, il y a autant de diables que de personnes sur Terre. Donc, ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton histoire. Ça fait super plaisir. J'ai hâte, du coup, de lire la prochaine qui sera sur la, je pense, prochaine édition en vrai. Si j'ai normalement j'aurai le temps de faire tous les dialogues, il y en a pas mal pour le coup sur cette deuxième histoire, mais je pense que ça va le faire, notamment une petite séquence musicale en début et en fin d'histoire sans spoiler. C'est vrai, ouais, ça peut être compliqué ouais, mais j'ai quelques petites idées de mise en scène qui je pense peuvent être sympathiques. J'ai hâte de voir ça, de mise en scène sonore. La première lecture, pour les 2 premières histoires que j'ai vues, c'était, en tout cas, j'ai vraiment aimé la façon dont vous pouvez lire. C'est quand même assez marqué. Vous avez les intonations que j'avais imaginées en écrivant et les voix qui sont ensuite ajoutées. Je trouve ça vraiment super bien fait. C'est super sympa de pouvoir voir tout ça et de connaître de nouvelles histoires. Merci beaucoup, et puis au fond, on fait notre maximum, hein. Moi en tant que narrateur où je dois pas me planter en direct,
Et puis sur les doublages, où on s'amuse beaucoup à le faire aussi, en fait, c'est aussi l'occasion de retrouver les amis et de s'amuser à faire des voix. Parce que pour le coup, personne n'est réellement comédien ou quoi. C'est juste que voilà, ils viennent en plus pour me faire plaisir à la base, pour se marrer. Et je les remercie énormément de jouer le jeu. Franchement, c'est super de leur part. Oui, ça rend un super travail en plus à la fin, c'est super bien fait. Et bah merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Allez, super. Bah du coup, on va passer à l'histoire suivante. Je te laisse revenir sur le vocal d'Azura, Yogozoid. Ça marche. On va partir sur une autre histoire. Encore merci beaucoup d'être venu. Ça fait super plaisir. Merci à vous et puis bonne soirée. De toute façon, je vais rester un petit peu pour voir la suite. Ouais, bah il y a encore 4 histoires à lire. Hein. Ça va. Au revoir. Allez, au revoir, très bonne soirée. Hop, il nous reste Les oiseaux se cachent pour mourir, Le placard et le lit, Les ailes de chair et Cauchemar 78. Alors, donc un vote pour Les oiseaux se cachent pour mourir, 3 votes pour Les ailes de chair. Bon, j'ai l'impression qu'on va aller sur Les ailes de chair. Hein. On va juste attendre rapidement quand même que le vote se termine, mais à mon avis, ça va se diriger vers là-bas. Hein. Je viens de réaliser, excuse-moi MARO, je viens de voir que t'avais follow il y a 30 minutes. Merci beaucoup. Ça devait être pendant que j'étais en train de lire. Et du coup, je m'en suis pas rendu compte. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait super plaisir. Avec environ 30 minutes de retard, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Et donc effectivement, fin du vote, là dans quelques secondes, on est bien sur Les ailes de chair. C'est exactement ça, Les ailes de chair qui sont, si je ne me trompe pas, l'œuvre... Alors, comme il y a un pseudo différent à chaque conte que j'ai, que je vois de cette personne, je crois que c'est Lucifer. Hein. Je crois que c'est l'histoire de Lucifer, si je me trompe pas. Je voudrais juste une petite confirmation, parce que là, pour le coup, les pseudos ont changé entre Reddit, Wattpad, Discord, Twitch. Je crois que c'est à peu près un pseudo différent à chaque fois. Donc je voudrais juste être sûr. Oui, c'est moi. Ok. Allez. Alors, petit élément, ceci dit, puisque l'histoire est précédée d'un petit trigger warning. Donc, je vais préférer les citer comme ça. Pour ceux que ça peut toucher, au moins vous êtes au courant que ça va parler de ce genre de sujet. Donc ça va parler de harcèlement scolaire grave, de V. Alors il y a le mot complet dans l'histoire, je lirai, mais Twitch friendly pour le moment, je veux pas le dire tout de suite. De suicide. Et de châtiment surnaturel impliquant mutilation et possession. Voilà, donc si vous êtes sensible sur ce genre de trigger warning, voilà, vous êtes prévenus. En tout cas, je l'espère. J'espère que personne ne va arriver en route et est sensible à ce genre de trigger warning. Alors donc, Les ailes de chair. Prologue, ce que personne n'a vu. Elle s'appelait Aoi. Elle avait 13 ans et portait toujours une barrette en forme de feuille, même quand les autres se moquaient. Elle n'était pas bavarde, pas très jolie non plus, disait-on. Une enfant discrète, du genre qu'on oublie quand la cloche sonne. Mais elle priait. Tous les soirs, elle grimpait les marches du vieux temple, celui en bord de forêt, où les feuilles tombent comme des larmes même au printemps. Elle priait en silence, les mains jointes, les genoux dans la mousse. Faites qu'ils me laissent tranquille. Faites qu'ils oublient mon prénom. Faites que demain, je n'ai pas à courir. Le Tengu ne se montrait pas, mais il écoutait. Il s'était attaché à cette présence fragile, presque translucide. Chaque soir, il l'observait. Chaque soir, il retenait le vent pour ne pas lui faire peur. Mais aucun vent n'a pu la protéger. Shuji était fils de notable, grand, populaire, avec ce sourire brillant que les adultes aiment trop vite. Avec lui, 3 autres garçons, moins charismatiques, mais tout aussi cruels. Ils ont commencé par rire, par cacher ses chaussures, par écrire des choses dégueulasses dans son casier. Puis un jour, dans une ruelle derrière l'école, personne ne l'a entendu crier, ou plutôt, personne n'a voulu entendre. Et elle n'en a parlé à personne, sauf au ciel, sauf à lui. Ils l'ont violée en riant. Après ce jour-là, Aoi est devenue une ombre. Elle ne mangeait plus, elle ne parlait plus. On disait qu'elle faisait des chichis, qu'elle voulait de l'attention. Ils en ont profité, ils ont recommencé, presque tous les jours, tout en continuant leur brimade. Mais le Tengu savait.
Parce qu'à chaque fois qu'elle montait les marches du sanctuaire, elle tremblait, et ses prières devenaient plus claires. Faites qu'il tombe. Faites qu'il ressente ce que j'ai ressenti. Faites qu'il pourrisse. Elle ne parlait jamais des autres, seulement de Shuji, et le Tengu ne voyait que lui. Il a noté son visage. La dernière fois qu'elle est montée au sanctuaire, elle a retiré sa barrette et l'a posée sur la première marche. Elle n'a pas prié, elle a regardé le ciel. Et elle a souri, juste un peu. Comme quelqu'un qui accepte ce que le monde ne changera jamais. On l'a retrouvée pendue à l'arbre sacré. Sa robe était déchirée, et sa gorge bleue comme la mer d'hiver. Le Tengu a attendu, longtemps, mais elle ne revint pas. Alors, pour la première fois depuis 2 siècles, il a hurlé. Et les feuilles du sanctuaire ont noirci sur les branches. Et cette nuit-là, le vent s'est levé. Elle s'appelait Aoi. Elle n'avait que 13 ans. Il disait qu'elle était fragile, un peu spéciale, pas faite pour ce monde. 3 jours après la mort d'Aoi, le premier garçon disparut, Yota, le plus bavard de la bande à Shuji. Celui qui filmait avec son téléphone. Il a quitté le cours de PS pour aller aux toilettes. Il n'est jamais revenu. On a retrouvé son téléphone explosé en 1000 morceaux et une plume noire plantée dans le béton comme un poignard. Le soir même, un vent étrange s'est mis à souffler depuis les bois. Un vent sec, chaud, qui sentait le sang et la terre brûlée. 2 jours plus tard, Kohei a disparu lui aussi. Il criait à qui voulait l'entendre que les montagnes étaient hantées, que quelque chose les observait. Il s'était barricadé dans sa chambre. On l'a retrouvé accroché au plafond, suspendu par la gorge, avec un masque de Tengu gravé au fer rouge sur le torse. Ses parents ont dit que c'était un suicide, mais dans les sillons de sang, un message était écrit. 2 pour 1. Encore 2. Takuma, le 3e, s'est effondré dans la cour de récréation. Il tremblait, parlait une langue que personne ne comprenait. Les enseignants ont dit qu'il faisait une crise, mais les enfants, eux, ont vu autre chose. Une ombre rouge, perchée sur le toit, avec des ailes noires et des griffes de bois. Elle regardait Shuji, et elle souriait. Takuma a été emmené à l'hôpital. Il s'est arraché les yeux 3 jours plus tard. Il ne restait plus que lui, Shuji. Sa bande effacée, son sourire brisé, ses nuits sans sommeil. Il rêvait d'Aoi. Elle ne pleurait pas, elle le fixait. Et derrière elle, dans le noir, 2 yeux rouges ouvraient leurs paupières de plume. La nuit du 9e jour, il sentit le vent entrer. Pas froid, pas glacial, juste lourd. Une présence. Il se leva. Et la fenêtre était déjà ouverte. Le vent entra. Et l'air se plia, comme si quelque chose d'immense battait des ailes. Puis une main, rugueuse comme une écorce, surgit de l'obscurité et saisit son poignet. Il hurla, mais personne ne l'entendait. Le temple était vivant. Il fut traîné à travers les bois, griffé, lacéré par les branches. Les feuilles s'écartaient pour laisser passer le supplice. Au sommet, l'ancien sanctuaire l'attendait. Les marches d'Aoi, désormais sombres, suintantes, couvertes de plumes. Le Tengu l'attendait. Pas un mot, seulement ses yeux brûlants de justice. Shuji ne mourut pas. Il fut cloué au sol, et à vif, on lui cousit dans le dos des ailes de chair. Elles venaient de ceux qu'il avait entraînés avec lui. Chacune était une langue de peau, une mèche de cheveux, une cicatrice. Ses bras furent tordus, ses jambes inversées, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher comme un humain. Son visage fut recouvert d'un masque de bois vivant qui poussait lentement comme une écorce. Et le Tengu le regarda une dernière fois. « Tu porteras ce fardeau. Tu n'auras ni oubli, ni rédemption. Tu es désormais mon messager. » Aujourd'hui, on raconte que dans certaines vallées perdues, des enfants cruels disparaissent sans laisser de traces. Parfois, on retrouve sur leur lit une plume noire et une barrette en forme de feuille. Et parfois, quand le vent souffle depuis les montagnes, on voit dans le ciel une silhouette difforme voler en pleurant. Ses ailes saignent, et sa voix, arrachée, répète sans fin un seul mot. Aoi. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire des ailes de chair. C'est accompagné d'une petite description, parce que c'est une histoire donc tirée
du folklore japonais. Il y a une petite description donc, des Tengu, de leur forme, de ce qu'ils font, etc. Donc je vais vous les lire également. Les Tengu sont des esprits du folklore japonais. Autrefois considérés comme des démons, ils sont aujourd'hui vus comme des esprits farouches, liés aux montagnes, aux temples et à la justice ancienne. Alors il y a donc 2 formes de Tengu. Donc il y a le Karasu Tengu, une tête de corbeau, des griffes, des ailes. Ils sont sauvages et agressifs. Et le Dai Tengu, humain au long nez rouge, barbe blanche et tenue de moine errant. Ce qu'ils font: ils punissent les orgueilleux, les menteurs, les impies, emportent les enfants ou adultes fautifs pour des punitions silencieuses, peuvent enseigner ou massacrer, ils choisissent. Et enfin, il y a un dicton qui dit, à propos du Tengu: Si tu mens à voix basse, le Tengu te jugera à voix haute. Voilà. J'ai rajouté une petite voix aussi sur la description. C'est une histoire que j'aime beaucoup, qui est pour le coup assez violente, qui parle de sujets graves. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des histoires qui peuvent parler de ce genre de sujet, qu'on puisse sensibiliser un petit peu. Je trouve que c'est important. Alors je lis aussi un petit peu. Si jamais Lucifer, tu veux me rejoindre sur le Discord, pareil, hein, comme avec Yogozoid, tu vas sur le vocal d'Azura, il règle les petits soucis qu'il peut y avoir, les réglages, etc. qui sont nécessaires. Et après, il t'envoie sur le channel où je suis. Pendant ce temps, je vais lire un petit peu ce qu'il y a. Eh bien, c'est vraiment intense comme histoire, oui. L'entendre de vive voix me donne la chair de poule, alors que c'est moi qui l'ai écrit. Bah, je pense que c'est le meilleur compliment que je puisse entendre de la part d'un auteur sur ça. Un gros merci à Guillaume pour sa confiance. N'hésitez pas à aller faire un tour et le suivre sur ses réseaux sociaux pour le soutenir. Oui, tout à fait. Alors, de ce que j'ai vu, il n'y a pas énormément d'horreur. J'ai rapidement regardé, mais je crois avoir vu surtout le recueil de nouvelles horrifiques en lien avec le folklore japonais, mais sinon, je crois que tu es sur carrément autre chose. Et donc c'était vraiment fort comme histoire, bravo, et je suis d'accord aussi. Je suis parfaitement d'accord. Et comment avez-vous trouvé l'histoire? Bah tiens, je vais voir. Ah bah voilà, hein, tout le monde est unanime, elle est super bonne, et je suis complètement d'accord. Donc oui, je disais que pour moi c'est important d'avoir ce genre d'histoire parfois, parce qu'il faut aussi sensibiliser sur certains trucs. Donc effectivement, le harcèlement scolaire évidemment, le viol, bon je vais dire des évidences évidemment, mais les victimes, faites-vous aider, portez plainte. Si vous le pouvez, si vous en avez le courage, force. Et évidemment, quand on parle de viol, la première réaction qu'il y a à avoir, c'est d'abord de croire la victime, d'encourager la plainte, et ensuite de se poser des questions sur la légitimité. Tout ça, c'est la légitimité d'une plainte, etc. C'est vraiment le dernier sujet. C'est la dernière question à se poser. La première à se poser, c'est croire et soutenir. Donc vraiment un gros soutien à toutes les victimes qui pourrait y avoir sur ça. Je sais qu'il y en a encore beaucoup trop. Et d'ailleurs, c'est un petit peu une impro que je fais là, mais si vous avez non merci, je ne souhaite pas venir en vocal, j'ai du mal à communiquer oralement. Pas de souci, ça marche. Ça marche, Lucifer. C'est tout à ton honneur, il n'y a aucun problème. Je vais voir s'il y a... En fait, je suis sûr, il y a des numéros d'urgence. Et je vais vous les envoyer. Je vais les envoyer sur le chat. Voilà, appelez le 3919 si vous êtes victime de viol, harcèlement. Le 3018. Voilà. Appelez ces numéros si vous êtes victime de ce genre de truc. C'est très important. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Donc si vous êtes victime de ce genre de choses, par pitié, appelez. C'est très important pour éviter que ça ne se reproduise. Je sais que c'est très... Je dis pas forcément de la manière la plus à droite possible. Mais voilà, c'est vrai, je vais les ajouter sur Wattpad aussi, je n'y ai pas pensé. Voilà. Et je les mettrai aussi sur la VOD... YouTube. Je mettrai les liens dans la description aussi. D'ailleurs, au passage, coucou YouTube, cette fois-ci, on est aussi sur un enregistrement local, sans les musiques, etc., pour qu'on puisse avoir vraiment quelque chose de très très quali d'un point de vue son. Souhaitez tous la bienvenue à Sibella83 666, merci beaucoup.
merci beaucoup pour le follow, ça fait super plaisir, merci beaucoup. N'hésite pas à prendre du popcorn, on a encore quelques histoires à lire. On enchaîne sur quoi maintenant? Voilà, les oiseaux se cachent, le placard et le lit et Cauchemar 78. Ce sont les 3 histoires qui nous restent pour ce soir. Je vais ranger l'histoire des ailes de chair. Encore bravo pour cette histoire qui est vraiment très très bien. Et vraiment très chouette. Et si jamais tu as d'autres histoires à nous envoyer, franchement, n'hésite surtout pas, je trouve que tu écris très très bien. Ça va sur Les oiseaux se cachent pour mourir. Bah ça tombe bien, c'est l'histoire que j'ai sous les yeux. C'est une histoire qui vient donc de Sophia Humbert, c'est son pseudonyme d'autrice. Alors je suis pas sûr que ça puisse passer en entier sur le texte, on va vérifier. Ouais, alors on va juste mettre Sophia, mais c'est Sophia Humbert, je vais le mettre sur le chat directement, que vous ayez le nom complet. Il y aura, après la lecture, un petit texte qu'elle a écrit, parce qu'elle est absente pour ce live, parce qu'elle est en déplacement, si j'ai bien compris, en tout cas elle est pas disponible. Mais voilà, à défaut de venir en vocal, elle a laissé un petit texte, un petit message, concernant ses inspirations, etc. Voilà. Le titre est superbe. Oui, je trouve aussi. C'est le premier truc qui m'a attiré sur le titre, c'est en fait j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce genre de titre et en même temps je sais pas d'où exactement. Et alors on en reparlera après, mais je pense savoir pourquoi j'avais ce titre en tête, mais on en parlera après parce qu'il est possible que ça spoil quelques éléments de l'histoire. Donc voilà. Alors donc les oiseaux se cachent pour mourir. Laura examina les paquets de pâtes qui s'accumulaient dans l'entrée. Quand le virus s'était répandu, tout le monde parlait d'une grippe. Hélas, le mal s'était révélé mortel et le confinement avait été annoncé. Cette ambiance de fin du monde l'angoissait, mais elle savait qu'il fallait protéger les personnes les plus fragiles, comme sa grand-mère qui était en EHPAD. Le premier jour, Laura se lança dans un grand nettoyage qu'elle avait trop souvent repoussé. Puis elle s'attela à son travail. Elle se retrouva à traiter des tâches de fond qui n'étaient guère excitantes. Aux infos, il disait que ça pourrait durer 1 mois. Pour se rassurer, elle songea aux nombreux livres et films qui l'attendaient. Au soir, elle s'installa devant Terreur aveugle et s'endormit au moment où l'héroïne cherchait dans une grande maison d'où venait un bruit étrange. Le lendemain matin, elle entendit un sinistre grincement. Son ex disait sa maison hantée en raison des bruits incongrus qui se manifestaient au milieu de la nuit. D'accord, il arrivait que des objets tombent tout seuls, mais le tassement du parquet expliquait tout autant ces chutes que les sinistres grincements. Apaisée, Laura descendit se poser devant l'ordinateur pour travailler. En 2 jours à peine, son rythme s'était complètement déréglé. 14 heures sonnaient et elle n'avait pas encore mangé. Elle se prépara un encas et l'après-midi s'écoula sans incident. Le soir venu, elle s'allongea pour lire Edgar Allan Poe, bercée par les conversations des voisins qui lui parvenaient au travers des fenêtres ouvertes. Au matin, elle s'éveilla au son d'un curieux grattement. Elle scruta les moulures au plafond en essayant d'en comprendre l'origine. Laura espérait que le bois travaillait et non que des bestioles infestaient le grenier. L'histoire d'un hôtel lyonnais réputé hanté, qui s'était avéré infesté de rats, lui revint. Elle devrait vérifier, mais l'idée lui donnait des sueurs froides que seul un café brûlant parvint à apaiser. Le télétravail la rendait plus efficace. Ses collègues ne la dérangeaient pas, excepté lorsqu'ils se rendaient dans une série de téléréunions, ce qui était l'occasion de prendre des nouvelles de chacun. À nouveau, elle ne vit pas leur passé. C'est vers 15 heures qu'elle déjeuna devant une vieille adaptation du Masque de la Mort Rouge, en sirotant son second café. Son regard se fixa sur la cheminée. Ne venait-elle pas d'entendre un objet chuter? Elle esquissa un pas lorsqu'un boom résonna derrière la plaque de métal qui condamnait le conduit. Expirant tout l'air de ses poumons, Laura attendit. Rien, aucun autre son ne survint. C'était étrange, mais sans doute explicable. Ses voisins s'étaient peut-être décidés à bouger quelques meubles, à moins que leur fils ne joue au ballon à l'intérieur. Rassérénée, elle ralluma la télé. Quelques minutes plus tard, un sinistre raclement vint perturber les aventures de Vincent Price. Laura coupa le son et le bruit se répéta, confirmant son origine. La cheminée. Ce foutu conduit était supposément condamné. Supposément, car elle n'avait pas été sur le toit pour vérifier. Excédée, elle descendit 4 à 4 l'escalier menant à la cave où elle récupéra quelques outils. Munie d'un tournevis, elle démonta la plaque de métal. Aussitôt, une odeur âcre de renfermé et d'humidité l'assaillit. Elle se pinça le nez. Il faisait noir, comme un four là-dedans. Elle alluma la lampe torche de son portable et la braqua sur l'abysse. À l'intérieur l'attendait le cadavre d'un corbeau. L'odeur de putréfaction se glissa dans ses narines et Laura grimaça de dégoût. Elle récupéra une paire de gants en latex rangés à côté des masques en tissu. Délicatement, elle déposa l'oiseau dans une boîte à chaussures. Heureusement qu'elle avait la manie de les conserver, juste au cas où. Il méritait un enterrement après cette triste agonie dans l'âtre condamné.
Agenouillée dans le petit jardin, Laura regarda ses mains pleines de terre et sentit les larmes monter. Elle n'aurait jamais pensé se retrouver avec un corps vidé dans sa cheminée, encore moins verser des larmes à son enterrement. D'un revers de main boueuse, elle s'essuya les joues. Une fois l'étrange cérémonie terminée, elle retourna à l'intérieur, non sans jeter un regard à la rue. L'absence de passants renforça le sentiment mélancolique qui la saisit. Laura se consola avec un verre de vin, Les oiseaux se cachent pour mourir. songea-t-elle. Il y avait tant de cheminées condamnées dans les immeubles haussmanniens, est-ce que s'y trouvaient les dépouilles déplumées? Elle chassa les volatiles de son esprit et entreprit de laver la vaisselle qui s'accumulait dans l'évier. Elle ne devait pas commencer à vriller au bout de 2 jours de confinement. Lorsqu'elle eut enfourné le gâteau qu'elle avait concocté, elle appela sa mère pour lui parler de l'oiseau. Une bonne excuse pour s'enquérir de son état. Sa mère avait toujours été une grande angoissée et avec le confinement, Laura avait peur que son état s'aggrave. Étrangement, elle lui parut calme à l'évocation du cadavre. Ça arrive. Tu sais, c'est une vieille maison. Après avoir raccroché, Laura observa le soleil disparaître derrière les immeubles voisins. Elle alla se chercher un livre. Elle ne supporterait pas de replonger dans le corbeau après les événements de la journée. Aussi choisit-elle Maupassant et ses nouvelles fantastiques. Tandis qu'un homme parcourait une maison abandonnée, elle entendit des pas résonner. Sa maison étant accolée à celle des voisins, elle supposa que la plaque ouverte lui permettait d'entendre ce qu'il se passait chez eux. Demain, elle la fermerait, d'autant qu'elle ne voulait pas qu'un oiseau descende par là et s'engouffre dans sa chambre. Le sommeil gagnant, elle rêva d'une silhouette blanche se promenant dans le grenier, où des draps blancs couvraient les meubles et les objets entreposés. Petite, Laura espérait voir le fantôme de son arrière-grand-mère. Sa mère n'avait eu de cesse de compter les ressemblances entre elle et son aïeul. Résultat, Laura avait choisi de s'installer dans son ancienne maison, dont personne dans la famille n'avait su que faire. À son réveil, elle entendit distinctement le bruit de pas rapides venant de dessus. Laura se mordit les lèvres pour ne pas crier. Elle n'allait pas devenir folle au bout de 3 jours de confinement. Sa grand-mère avait résisté à la démence sénile pendant 10 ans, et sa mère avait survécu à un burn-out. Elle pouvait bien faire un petit effort, non? Laura essaya de raisonner devant la machine à café produisant son nectar quotidien. Elle n'était pas habituée à la solitude, sa rupture remontait à quelques mois seulement. Elle n'avait pas eu la force d'exiger de leurs amis en commun de choisir, si bien qu'elle s'en était éloignée. À présent, il lui manquait terriblement. Ne pourrait-elle pas leur proposer un télé-apéro? Lorsqu'elle reprit le rangement, une torche d'un jaune vif lui fit de l'œil. Elle pourrait checker le grenier tant qu'il faisait jour? Se gonflant de courage, elle grimpa l'escalier. Lorsqu'elle avait rénové la maison, le grenier avait paru un trop gros chantier. Résultat, s'y entassaient les affaires de son arrière-grand-mère, ainsi que de sa mère et de sa grand-mère. Elle-même y avait déposé ce qu'elle n'utilisait plus. 4 générations de vieilleries s'amoncelaient en de piles de cartons, des draps couvraient les meubles gisant en pièces détachées et un miroir trônait au milieu. Elle y croisa son reflet. Le sébum s'accumulait dans ses cheveux et des cernes creusaient ses traits. Il n'y avait rien d'autre ici qu'une fille au sommeil agité. Laura baissa les yeux et vit des traces de pas dans la poussière. Un frisson parcourut son échine. L'image d'un énorme rat caché, attendant qu'elle redescende pour sortir de son trou, la frappa, puis son esprit en généra plusieurs, tapis dans l'obscurité. Ne voyait-elle pas des petites lueurs dans la pénombre, pareilles à des dizaines d'yeux? Paniquée, elle s'élança dans l'escalier et lança à toute vitesse. Elle se cogna contre les murs. Les larmes brûlaient ses paupières. Sa respiration rapide l'amena à ouvrir la bouche. La poussière en profita pour s'insinuer. Laura se retrouva prise dans une quinte de toux jusqu'à s'en arracher les cordes vocales. Le pire étant sa sensation d'étouffer. Une fois dans la rue qu'elle expira. Les battements affolés de son cœur heurtaient sa tempe. La vision d'une file d'attente devant la supérette du quartier l'apaisa. Elle se rappela qu'elle avait rangé les décorations de Noël, même pas 2 mois avant, dans le grenier. Ces traces pouvaient très bien être les siennes. L'air revint dans ses poumons. Elle apprécia l'absence de particules fines. Son regard, plein de défis, se posa sur la façade de briques rouges. Son arrière-grand-mère y avait élevé seule sa fille, alors qu'elle perdait progressivement la vue et que les bombes pleuvaient tout autour. Mais elle craquait au bout de quelques jours d'enfermement. Elle secoua la tête, elle n'allait pas se laisser ainsi impressionner. C'était son chez elle, sa maison qu'elle avait repeinte et réparée. Remontant l'escalier du perron, elle attaqua sa journée de travail sur cette pensée jusqu'à ce qu'elle s'accorde une pause bien méritée. La télévision ne cessait de passer des images angoissantes. Le nombre de morts augmentait, aucun remède n'avait encore été trouvé, et des personnes de plus en plus jeunes étaient atteintes. Songeant à sa mère qui angoissait devant les chaînes d'infos en continu, que pourtant elle refusait de couper, Laura opta pour un programme plus rassurant et s'assoupit devant RuPaul Drag Race. Cette fois-ci, la silhouette blanche ne se cantonna pas au grenier. Elle en descendit et s'arrêta devant la porte de sa chambre.
De violents frissons secouèrent Laura, ses dents claquèrent si fort qu'elle redouta de se mordre la langue. Telle l'héroïne de The Grudge, elle s'enfouit sous la couette et pria de toutes ses forces pour que la présence, quelle qu'elle soit, disparaisse. Ce ne pouvait être son arrière-grand-mère. Pourquoi voudrait-elle l'effrayer ainsi? Laura s'éveilla en sursaut. Son téléphone vibrait si fort qu'il finit par tomber. Elle l'attrapa au vol et décrocha en voyant qu'il s'agissait de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix tremblait encore. Sa mère allait se rendre compte qu'elle était encore plus folle que grand-mère. Laura, c'est ta grand-mère. Elle est morte. Le choc de l'annonce lui bloqua la respiration. Une boule se forma dans sa gorge alors que les larmes s'accumulaient sous ses paupières. Tout d'un coup, comme ça? Elle a attrapé le Covid. La porte de sa chambre s'ouvrit dans un grincement sinistre et les battements de son cœur s'affolèrent. Mais ils ne nous ont pas prévenus. On aurait pu aller la voir. La silhouette se glissa dans l'entrebâillement. Elle réalisa qu'elle était couverte d'un drap, comme ceux du grenier protégeant les meubles. On n'aurait pas pu à cause du confinement. Écoute, je suis désolée, c'est allé tellement vite, j'ai pas pu te prévenir. La voix de sa mère lui paraissait lointaine. L'étrange chose s'approcha tant que le tissu poussiéreux frôla sa chair. Laura poussa un hurlement et se débattit avec le drap qui tombait sur elle. Laura? Qu'est-ce qu'il y a? L'inquiétude faisait vibrer la voix de sa mère. Que pourrait-elle bien faire, coincée dans sa maison qui était 10 fois plus loin que la permission de sortie accordée par le gouvernement? Laura aurait voulu qu'elle soit là, que n'importe qui soit là, même son ex qui l'avait traitée de folle à la fin. Les larmes brûlaient ses paupières alors qu'un goût de cendre envahissait sa bouche. Ma chérie? Est-ce que tout va bien? Enfin, le drap chuta et elle réalisa qu'il n'y avait rien d'autre qu'un tas de linge sale attendant le prochain cycle de sa machine à laver. Non, ça ne va pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vois des choses. Tu sais, on est des êtres sensibles dans la famille. Par sensible, sa mère entendait sans doute ravagée par la névrose. Son arrière-grand-mère avait refusé toute aide, obligeant grand-mère à s'occuper d'elle au détriment de sa fille. Les rancœurs s'étaient accumulées au fil des ans. Laura avait fait sa première crise d'angoisse à 13 ans, après une énième dispute entre sa mère et sa grand-mère. L'apparition d'Alzheimer chez cette dernière avait mis fin aux tensions. Ne t'inquiète pas, maman. Laura ne lui dirait pas qu'elle comptait téléconsulter un psy. Sa mère ne croyait pas en la psychologie, comme tous les membres de sa famille. Son ex-psy, il lui avait vivement conseillé, même s'il l'avait traité de folle en partant. Laura inspira et saisit son téléphone pour chercher un professionnel. Et voilà, c'était donc Les oiseaux se cachent pour mourir de Sophia Humbert. Une histoire, je trouve, plus soft dans l'idée d'horreur, mais il y a un côté diffus que j'aime bien dans cette histoire. Merci à Sophia Humbert, exactement, pour sa nouvelle. Si vous avez aimé cette nouvelle, n'hésitez pas à lui faire un tour sur son Linktree, exactement. Soft mais efficace, exactement. En fait, pour le coup, l'horreur, elle vient vraiment sur un truc psychologique où il y a une évolution vers le rationnel qui me plaît bien, pour le coup, que j'aime bien. Donc évidemment, c'est pas la plus sanguinolente des histoires, etc. C'est même pas le but en fait. Et là où je disais que voilà, que le titre m'inspirait un truc et que ça pouvait potentiellement spoiler un truc, c'est qu'elle parle d'Edgar Allan Poe. Et en fait, effectivement, Les oiseaux se cachent pour mourir. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à du Edgar Allan Poe et au Corbeau par exemple, ce genre d'histoire. Et puis même, je trouve le style d'écriture a un côté un peu gothique, un peu comme ça. Enfin, pour le coup, c'est sur l'idée que je me fais d'Edgar Allan Poe, parce que je dois bien admettre que je connais pas bien. Mais voilà, c'est plus psychologique, et la musique du début est direct mise dans l'ambiance, et le fait qu'elle se coupe, ça a rendu l'atmosphère encore plus tendue. Ok, alors pour le coup, comme j'étais dans la lecture, j'ai pas forcément fait attention à la musique, mais voilà. Alors, elle avait un petit texte. Donc comme Sophia était donc indisponible pour aujourd'hui en déplacement, elle m'a laissé un petit texte que je vais retrouver ici, voilà. Alors, donc ça, c'est ce qu'elle m'a envoyé. Bonjour, j'espère que vous avez apprécié ma nouvelle. Je l'ai écrite dans sa toute première version durant le Covid, et la maison ayant servi d'inspiration est la mienne. En réalité, beaucoup de choses présentes dans cette nouvelle me sont arrivées. Pas le fantôme, je vous rassure, quoique, il y a quand même des bruits chelous la nuit, mais le corbeau dans la cheminée, par exemple, est une vraie histoire. Je voulais sortir du schéma classique du fantôme monstre qui attrape, parce que je pense que les fantômes qui nous hantent sont bien plus en réalité des traumatismes non traités, hérités ou non.
Évidemment, il y a aussi tout un tas de références à des œuvres que j'apprécie dans ce texte, notamment aux romans gothiques, qui sont source d'une grande inspiration. Voilà, c'était le petit texte qu'elle m'avait envoyé, et donc bah, c'est exactement ce que j'entendais effectivement par le côté Edgar Allan Poe, etc. Enfin voilà, il y a ce truc-là. Moi je trouve que l'histoire du corbeau qui est réelle, enfin qu'elle soit tirée d'une histoire réelle, je trouve ça génial d'avoir réussi à extrapoler toute une histoire de fantôme et du coup de traumatisme non traité comme elle l'écrit. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et sondage, comment avez-vous trouvé cette nouvelle? Super bonne, et ben voilà, je suis d'accord, je la trouve très bien écrite, soft mais efficace, comme dit Striga. Je suis complètement d'accord. Il nous reste 2 histoires, il reste le placard et le lit, et il reste Cauchemar 78. À savoir que pour le coup, ce sont 2 histoires plutôt courtes maintenant. Il reste là, le plus gros des histoires a été lu. J'ai hâte de me débarrasser de ce make-up. Là, je vous jure, ça me gratte. Mais quelque chose de fou. On a donc 2 votes pour le placard et le lit, un vote pour Cauchemar 78. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on se dirige déjà vers un premier résultat. Bon, on attend quand même la fin du vote, mais a priori ça va se diriger par là. Pour terminer Epitaph, on va faire de l'ASMR avec Iridion, qui retire le latex de son front. Il en est hors de question. Il en est absolument hors de question. Je ne vais pas faire d'ASMR, même si aussi agréable puisse être ma voix, et je l'assume, j'aime beaucoup ma voix, contrairement à beaucoup de gens. Beaucoup de gens détestent leur voix, mais moi je l'aime beaucoup, mais je ne ferai pas d'ASMR quand même. Ça ne change pas. Éventuellement, je vais peut-être l'arracher d'un coup sec à la fin du live, c'est pas impossible. Mais je vais pas faire d'ASMR. Vous avez mis égalité à la fin là? Sérieusement? Ah ça va les chevilles. Mes chevilles vont très bien. C'est juste que super, on termine sur une égalité. Donc vous savez quoi? Je vais lire les 2 en même temps. Je vais lire une ligne puis l'autre. Non je déconne. Je veux dire tu as fait exprès. Ah tu es fourbe Striga. Tu es fourbe. Bah du coup on va lancer un dé. Un dé 2. Ouais du coup un pile ou face quoi. Hop là. On va faire un pile ou face du coup. Hein. On va dire que face c'est Cauchemar 78 et pile c'est le placard et le lit. Peu importe les chevilles, tant que la voix va bien. Ouais, mais en fait, pour le coup, c'est un des rares éléments chez moi où je suis parfaitement confiant. Parce que justement, bah, pour raconter rapidement, j'ai eu un boulot où je parlais beaucoup avec de la clientèle par téléphone. Et beaucoup me disaient que ma voix était apaisante et que bah, les clients énervés, en fait, se calmaient au son de ma voix et étaient satisfaits. Et puis même mes collègues me disaient, ta voix est super apaisante, etc. Moi je les croyais pas spécialement parce que comme une grande majorité des gens, on n'aime pas sa propre voix, surtout en enregistrement. Et en fait, à force d'entendre toutes ces remarques sur ma voix, j'ai pris confiance et je me suis mis aussi à apprécier ma voix en enregistrement. Donc là, je sais que le montage de la VOD, je vais beaucoup apprécier parce que je vais beaucoup apprécier de m'écouter. C'est hyper égocentrique, dit comme ça. Et en plus de ça, tu es très calme. Oui, mon calme est très apprécié par tout le monde, tout le temps. Je crois que la dernière fois que je me suis énervé, c'était l'an dernier, bon pour une raison bien particulière, mais avant l'an dernier, ça devait faire 10 ans que je m'étais pas énervé. Raison de plus pour faire de l'ASMR, tu ne le sais pas encore, mais c'est ta destinée. Non, ma destinée, c'est de lire des livres audio, parce que je me rends compte que j'aime beaucoup ça. Alors donc je disais, Cauchemar 78, face le placard et le lit, pile. On va lancer la pièce. Pile, le placard et le lit. Allez. À savoir que le placard et le lit, comme la dernière fois, vient d'une personne qui m'a envoyé son histoire mais qui ne m'a plus répondu par la suite par mail. Et donc du coup, je ne sais pas si cette personne... Ah mais si. C'était Guillaume, voilà. En fait, il m'a pas répondu, mais il m'a quand même dit si tu crédites les auteurs, je suis Guillaume et on peut me retrouver, machin. Donc, c'est une histoire de Guillaume. J'allais dire c'est anonyme parce que la personne m'a plus répondu, mais non. Dès le premier message, il y avait ce qu'il fallait. Donc c'est une histoire de Guillaume. Oula, c'est un peu décalé. Azura et Iridion, les 2 faces d'une même pièce, comme le côté obscur et le côté lumineux de la force. Ouais, il y a un peu de ça. Moi, je suis la face lumineuse. Moi, je suis le côté lumineux. Parce que je ne m'énerve jamais, je suis constamment de bonne humeur. Ceci dit, je crois que j'ai jamais vu Azura énervé non plus, hein, à ce niveau-là. Tu pourras peut-être me confirmer ça, Azura, mais je crois que je t'ai jamais vu t'énerver. Mais tu es quand même les ténèbres et les enfers. Ça ne change pas, par contre. Allez. Donc du coup, le placard et le lit.
de Guillaume. J'aurais aimé me souvenir des « Il était une fois » qu'on a pu me raconter, mais je n'ai pas eu cette chance. Je ne retiens que le pire. Oui, le prince délivrait la princesse, mais on oublie un peu trop vite le troll. Et s'il avait survécu? Et ce n'est pas avec un sourire niais que je m'endormais lorsque j'étais petit, mais la peur au ventre. J'avais même une théorie, simple, naïve, enfantine, de mon âge en somme. Mais les enfants n'ont-ils pas toujours raison? Tous ces invincibles ennemis pourtant vaincus reviendraient forcément se venger un jour, l'abdication n'étant ni l'apanage des héros ni celui des déchus. Et je pensais qu'ils commenceraient en boulotant, tels de succulents petits fours, ces enfants et parents qui se réjouissaient béatement de leur défaite et la répandaient de génération en génération. Comme j'étais con. Ou pas. Je repense à tout cela en flânant à travers la maison familiale. Je me remémore toutes ces petites anecdotes presque oubliées. La buanderie ou la machine à laver, un tantinet prestidigitatrice faisait disparaître malicieusement une chaussette à chaque fois. Malicieusement? Vraiment? Le salon, véritable aire de jeu. Le grand prix de la table basse ou la grande bataille du canapé qui, ceci dit au passage, me servait aussi de cabane si je le repoussais un peu contre les murs. D'ailleurs, mes jouets disparaissaient aussi. Coïncidence? Je ne pense pas. La nuit tombe doucement, le crépuscule se meurt sur la maison de mon enfance. Même le soleil trahit. L'escalier grince beaucoup plus avec les années, à moins qu'elle n'ait plus agi sur moi que sur lui. Tout le long de la montée ont été accrochés dessins, portraits et photos, dont les regards se font sentir sans que les yeux ne se posent. La porte de ma chambre décorée, comme toutes les portes de toutes les chambres d'ados, de panneaux d'interdiction et de messages défiant l'importun d'entrer en ce sanctuaire, faisant face à celle de mes parents, qui accouraient au moindre de mes appels nocturnes, toujours là pour mes angoisses, affectueux, patient, aimant. Hautain, condescendant, méprisant. Ma chambre non plus n'a pas changé. Comment et pourquoi aurait-elle? Le placard et le lit, mes affiches de films et de posters, et posters de sportifs tapissant les murs, le placard et le lit, mon bureau moins utilisé que mes parents auraient voulu, et le placard et le lit où se cachait alternativement le troll vengeur des contes. À moins qu'ils ne fussent deux, peur nocturne, crainte matinale. Seuls mes parents osaient regarder pour me rassurer. Ils étaient bons, patients mais justes, me grondaient quand je mentais ou faisais une bêtise. Riaient à la plus petite maladresse, voyant tout, entendant tout, à croire que quelque chose ou quelqu'un leur disait tout. Et si j'osais? Et si j'osais, enfin, ouvrir ce placard, regarder sous ce lit, à la nuit tombée, pour vérifier, à 30 ans passés, que mes peurs étaient, comme mon père me le répétait, infondées? Allez, un peu de courage, bannis tes peurs. Paranoïa, tu es ma seule compagne. La paranoïa est une douce déraison, qui peut mener à l'irrationalité. Solitude, sentiment de persécution sont les moindres des effets. Réussir à combattre sa phobie lorsqu'on est persuadé de ne pas se tromper est, de toute évidence, une belle preuve de courage ou d'idiotie dans le cas présent. Car voyez-vous, ce doux trentenaire aurait dû continuer à écouter l'enfant qui n'avait jamais arrêté de murmurer. Cela lui aurait évité de découvrir que même les paranoïaques peuvent être dans la vérité, et ainsi s'abstenir d'être étendu dans une mare de son propre sang. Croquer, boulotter, légèrement. Une question cependant reste en suspens. Quel lit, quel placard vais-je hanter dorénavant? Et voilà, c'était l'histoire du placard et du lit. Le placard et le lit. Je trouve que cette histoire a une ambiance. Cette déconstruction de l'enfance petit à petit pour arriver à cette petite chute c'était vrai depuis le début. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et merci à Guillaume de nous avoir partagé cette nouvelle. Si vous désirez lui apporter votre soutien ou en apprendre plus sur son univers, c'est ici que ça se passe. Et oui, il m'a envoyé son compte Twitter. Enfin, X. Elle était courte mais sympa en vrai. Ouais, complètement. Mon histoire préférée. Mais oui, parce qu'en fait, elle est
simple mais efficace, mais vraiment efficace pour le coup, je trouve. Vraiment, il y a pas... Putain, j'en ai encore mis sur ma main. Oh, ce maquillage. La prochaine fois, il n'y en aura pas. Hein. Là, c'est vraiment parce que c'est Halloween. Hein. Mais oui, je trouve cette histoire vraiment, vraiment très bien faite. Et elle est courte, efficace. Des petites phrases, des petits trucs. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, comment avez-vous trouvé cette nouvelle? Bah, super bonne, pas mal. Ouais, c'est vraiment... À part Erosia qui a dit directement, c'est mon histoire préférée. Sachant qu'il reste encore une histoire. Hein. Je vais sûrement manquer de co à toutes. Ah! Tu vas sûrement manquer de co. Ouais, c'est pas parce que la 6ème histoire, c'est toi. Par hasard. Et on a gardé la meilleure pour la fin. Enfin, j'en sais rien, ça c'est aux gens de décider. Non, bah si. J'ai décidé que c'était la meilleure, je suis pas objectif, c'est tout. Oui, bah oui, toi tu n'es évidemment pas objectif. Que peux-tu faire à part dire que l'histoire de ta dulcinée est la meilleure? N'est-ce pas? Donc effectivement, on est sur cette dernière histoire qui est Cauchemar 78. Erosia. Cauchemar 78. Je crois que c'est vraiment parce que c'est la 78e note de Cauchemar. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est vraiment en lien au fait que c'était un cauchemar et que voilà. Grosse pression, Erosia, on attend beaucoup de toi dorénavant. Commence pas, Yogozoïde. C'est fou, faut pas mettre la pression aux auteurs comme ça. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est pas que la nouvelle n'a pas de nom ou quoi, c'est simplement voilà que ce sont des notes de cauchemar que je trouve personnellement très bien écrites. Hein. C'est la 2e fois que tu apparais sur Epitaph, au même titre que Stygia. Donc félicitations à toi déjà de base. Mais c'est vrai que la première histoire, tu n'étais juste pas au courant qu'elle allait être lue. Mais c'était une histoire d'horreur qui avait été écrite sur le ton de la blague. Là, on est vraiment sur une vraie histoire. Un cauchemar, du coup. Donc pas du tout écrit en mode blague, cette fois-ci. C'est parti pour Cauchemar 78 de Erosia. Un marécage s'étendait, fangeux et oppressant. Un simple regard, un soupir à peine audible, semblait capable de ranimer les morts. Comment un geste censé incarner la tendresse pouvait-il basculer dans la démence la plus intime? On dit souvent que, sur notre lit de mort, nous confessons nos frayeurs et nos fautes, drapés de déni, pour étouffer des regrets avilis. Là-bas, les fleurs gisaient, fanées, leurs pétales s'effritaient en silence, asphyxiés par le manque d'eau. La rivière voisine, pourtant proche, se refusait à les nourrir. Cette rivière, la légende la désignait comme maudite. Une envoûtante damnation, un appel funèbre vers l'abîme. Nul n'en distinguait le fond, nul ne savait ce que ses entrailles abritaient. Un jour d'averse, 2 âmes y parvinrent, une femme et un enfant. L'aîné promenait sur le lieu, un regard saturé de mépris. La plus jeune, engoncée dans un gilet de sauvetage, suppliait d'entrer dans l'eau. Ses yeux étincelaient d'une lumière si vive qu'elle semblait éclipser le crépuscule. La femme céda, saisit la main de la petite. Ses pas s'enfonçaient dans la vase, lourd, hésitant. Elle eut un sursaut de recul, mais l'enfant s'élança dans les flots, clamant qu'un être l'attendait au fond. La rattraper eût été un suicide. Malgré ses prières, malgré sa lutte, la fillette s'effaça, engloutie, comme si la rivière n'avait jamais existé. Alors les poissons surgirent, tournoyant à la surface, et une pâleur cadavérique enveloppa les alentours. Sur le rivage, une barque se matérialisa. La famille grimpa et rama, jusqu'à ce que l'autre rive disparaisse, elle aussi, avalée par le néant. Elle sentit sur sa nuque un regard insistant, scrutateur, qui la dénudait d'elle-même. Mais personne n'était là, hormis son propre reflet. Le brouillard s'insinua, l'assaillant comme une présence vivante. Dans l'air vibra un chuchotement, un chant sépulcral. Son corps tout entier se mit à trembler, sa peau hérissée de frissons glacés, et sur l'eau flottait un gilet de sauvetage. Quelle folie de venir ici, en quête d'un été radieux. Un hurlement se déchira dans le silence. Solitude, perte, désespoir. Les secours accoururent. On retrouva la femme grelottante sur le sable, fixant le vide, muette d'effroi. On murmura autour d'elle. Il n'y a personne dans l'eau. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit que les sauveteurs n'avaient pas de visage. Leurs traits dissous comme des esquisses effacées, ils la hissèrent jusqu'à un camion. Alors le monde se métamorphosa. La route décrivit un demi-cercle de terre et de gravier.
Les arbres au feuillage verdoyant et embrasés par l'orange s'inclinaient au souffle du vent. Le paysage défilait à travers une vitre crasseuse, pareille à une pellicule accélérée. Le véhicule s'arrêta devant une maison délabrée, jaunie, aux murs écaillés. 3 marches vermoulues menaient à un perron. On disait que cet endroit avait abrité les démons. Un gardien, jadis, y veillait. Mais les murs résonnaient d'événements inexpliqués. Les récits racontaient que quiconque y dormait sentait parfois un corps se lever contre lui, réclamant une histoire, refusé, et la silhouette se dissipait, avant de réapparaître derrière vous, son souffle glacé effleurant votre nuque. Les portes claquaient, chaque pas éveillait les plus abominables terreurs. Des générations entières de femmes auraient sombré dans la folie après avoir approché de la rivière. Dans le salon trônait un énorme grimoire, où s'entassaient leurs récits, tous semblables et pourtant chacun singulier. Une demeure sans vie mais étrangement habitée. Nul ne sut jamais ce qui se tramait derrière ces murs, mais les villageois l'assuraient. Quiconque y entrait, même les conteurs, n'en ressortait jamais. Et voilà. C'était Cauchemar 78 de Erosia. Cette fois-ci, une histoire sciemment envoyée, absolument pas un piège. Mille merci à Erosia qui nous partage pour cette édition une autre nouvelle, effectivement. Elle débute tout juste dans le monde de l'écriture, il faut lui apporter beaucoup de soutien dans le chat. Ça c'est la voix de l'amour qui parle. Mais je suis d'accord quand même. Bravo à Erosia, bravo à toi. Je trouve que tu décris super bien. Mais vraiment, ces descriptions de la rivière, de la vase, du dessin visage, etc. Enfin, je sais pas, mais il y a une ambiance. Il y a une ambiance là-dedans que je trouve géniale. Mais sans aucun second degré, hein, vraiment. C'est vraiment pas pour troller, je trouve ça vraiment bien. Comment avez-vous trouvé cette nouvelle? Parfaite, parfaite, parfaite ou parfaite? Ah là là. Dès qu'il s'agit de Erosia, il n'y a plus d'objectivité, hein. C'est soit parfait, soit parfait. Allez, je vais voter aussi. Hop là, voilà, elle est parfaite. Non, effectivement, franchement, Erosia, je trouve l'histoire super. Et puis, le fait que, je sais pas combien t'en as écrit exactement, mais Cauchemar 78, t'en as écrit combien des comme ça? 78e histoire. Combien t'as écrit de cauchemars comme ça? Et je trouve que vraiment c'est super bien décrit, quoi. Alors effectivement, forcément, vu qu'on parle d'un cauchemar, on n'est pas forcément sur alors je dirais une cohérence réaliste. En fait, il y a une cohérence dans l'histoire, effectivement, hein, c'est pas un problème ça. Mais forcément, voilà, niveau structure, c'est assez vaporeux, mais c'est ce que est un cauchemar. C'est une structure vaporeuse et complètement bordélique. Et je trouve que t'as réussi à créer une structure dans un bordel que le cauchemar peut décrire, même le rêve, l'onirique, de manière générale décrit, et bravo à toi sur ça, vraiment bravo à toi. Nous avons lu donc 6 histoires de la part de différents auteurs. Je tiens encore une fois à remercier donc chaleureusement Strigia pour Ataraxie, Erosia pour Cauchemar 78, Yogozoid pour La vérité sur la mort de Jack, Lucifer pour Les ailes de chair, Sophie pour Les oiseaux se cachent pour mourir. Nous avons également Guillaume pour Le placard et le lit. Merci infiniment à vous tous et toutes. C'est vraiment super. Et alors, une seconde. Juste, je reviens très vite. J'ai une petite chose à montrer, rapidement. C'est simplement, au-delà de remercier les auteurs dont j'ai lu les histoires aujourd'hui, je tiens à remercier chaleureusement tous les auteurs pour toutes les histoires supplémentaires pour les prochaines éditions. Tout ça, ce sont des histoires qui n'ont pas encore été lues, qui seront lues les prochaines fois, et je dis bien les prochaines fois, parce qu'il y a suffisamment d'histoires pour tenir jusqu'à Épitaphe 4, au moins. Peut-être même démarrer Épitaphe 5. Donc, merci infiniment à tous ceux qui m'ont envoyé leurs histoires. Pour la première édition, je dois bien admettre que j'ai un petit peu galéré à réunir les histoires, mais là, c'est absolument inespéré. Je trouve ça incroyable d'avoir reçu autant d'histoires. Mais vraiment, là, sur les histoires qu'on n'a pas encore lues, 1, 2, 3, 4, 5 histoires longues, et j'en ai encore que j'ai reçues et qui ne sont pas forcément imprimées. Je trouve ça incroyablement
stylé, je trouve ça trop bien. Merci énormément. Merci beaucoup. Allez, bon, chose promise, chose due. On va s'arracher. Ah, et ça tire en fait, hein. Ça tire. Alors, attendez, je vais prendre le chiffon parce que sinon j'en fous de partout, n'importe quoi. Allez. Ouh. Ah, ça fait du bien. De jarter ce truc là, oh, c'est dégueulasse. Et on termine sur on jarte ça. Ouh. Ça fait mal. Ça fait mal, ça m'a arraché un peu les cheveux. Aouh. Ah. Je me sens libéré. Je me sens libéré. Oh là là, les sourcils qui prennent. Bah écoute, moi je suis ok, tu peux piocher autant que tu veux dans mon recueil Kawaii où est issu les ailes de chair. Bah ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup de me donner accès comme ça à ton recueil. Recueil qui est sur le Wattpad pour ceux qui veulent avoir accès, hein, c'est disponible sur le Wattpad. Je me suis dégueulassé pour cette petite édition Halloween spéciale. J'espère que vous avez apprécié le décor, j'espère que vous avez apprécié mon petit make-up des familles, j'espère que vous avez apprécié les histoires. Tu voulais pas faire les remerciements pour les gens qui ont fait les voix? Mais oui, si, oh là là. Oh, mais mal au truc je suis. Mais mal au truc je suis. Je remercie également toutes les personnes qui ont porté leur voix pour cette édition. Voilà, merci pour ce rappel à l'ordre. C'était, mais j'ai zappé. J'ai zappé complètement. Merci à Pauline. Merci à Laura. Merci à Kali Kozak, donc à Karl. Merci à Maël. Merci à Ilyes. Merci à Erosia aussi. Et merci à Azura qui a aussi prêté sa voix. Je crois que j'oublie personne. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Allez, sur ce, une très bonne soirée, une très bonne nuit. On se retrouve pour la prochaine édition Épitaphe 3. Allez, sur ce, une très bonne soirée à tous. Et au revoir.